Séminaire sur la pyramide, enregistrement numéro 3. Alors, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Eh bien, on comprendra mieux cette phrase. Alors, il y en a certains d'entre vous qui se sont dit, je voyais, qui regardaient la fameuse baguette dont je me sers pour indiquer les choses. Il est vrai que cette baguette, elle a été, en fait, c'est une baguette magique. Et elle a été basée sur, donc elle est creuse. Bon, c'est pas un stage sur les baguettes, mais on peut en parler. Elle est creuse et elle a été mise en résonance avec le 36 et avec la loi, tout simplement en y mettant une encoche au milieu, une encoche au quart, une encoche au huitième et une autre encoche. Donc, attendez, donc un demi, un quart, un huitième, un 16e. De manière en fait à avoir dans le prolongement, bon c'est pas pour, ça c'était une baguette ratée donc je m'en sers de cette manière-là, mais c'est pour expliquer que l'on peut, que ce soit pour n'importe quoi, tout penser métaphysique des objets que nous allons utiliser. Un pendule, un pentacle, une baguette, un classeur, un blason, bon, etc., etc. On peut tout lier au principe de la métaphysique. Et le véritable chercheur, c'est celui qui trouve de nouvelles expérimentations, de nouvelles applications de cette métaphysique du 36, ou d'une autre, mais ça tournera toujours autour de ces mêmes lois. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer à ceux qui ont pris la pyramide les socles. Ça va être encore plus puissant. Et puis alors, ce que vous ferez, si vous n'avez pas de personne qui a un socle à côté de vous et que vous n'avez pas la pyramide, éventuellement vous changez de place pour pouvoir continuer le travail. Donc maintenant, nous avons sous la main un socle en bois, mais qui ne possède pas les chiffres. Alors, vous n'allez pas chiffrer votre socle en bois aujourd'hui ni demain. Vous le ferez tranquillement chez vous, après avoir fait des essais. Alors soit vous le ferez directement avec un marqueur indélébile, ou avec une belle encre que vous aurez spécialement préparée à cette intention, en faisant des mélanges particuliers, ou vous pouvez également utiliser, pourquoi pas, des chiffres autocollants. Bon, il vaut mieux le tracer de sa propre main. Mais à défaut... bon. Oui, c'est la partie. Ça, c'est la partie. Ça part, tout part avec le temps. Même la pyramide. Même nous. Alors, ce que vous ferez, vous la chiffrerez comme nous l'avons fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en tournant donc dans cette pyramide. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas la pyramide. Alors, les proportions, ce qui compte, c'est d'avoir les proportions que nous vous donnerons cet après-midi ou demain de la pyramide. Si vous voulez vous fabriquer vous-même la pyramide, vous prenez les proportions, vous les divisez ou vous les multipliez, mais ce qu'il faut, c'est garder les proportions. Alors, cette pyramide-là, ce socle-là, a été proportionné sur le 36, mais c'est pas du tout indispensable. C'était parce que ça faisait un petit plus. Elle fait 36 cm de diagonale. Le carré fait 36 cm de diagonale. J'en avais fait faire, la première que j'ai fait faire, elle faisait 72 cm de diagonale. Donc 2 fois ça. Alors, tout comme ça, c'est une pyramide qui montait à 50 cm de haut, qui est très belle, qui était fait avec du verre de cathédrale, teinté dans la masse, soudé au plomb par un artiste, etc. Alors c'est très bien, mais ça coûte plus cher. Et puis c'est difficile à transporter. C'est intransportable. L'avantage de cette structure, c'est qu'elle est suffisamment grande pour qu'on puisse y charger un certain nombre d'objets, et on peut la transporter. Vous pouvez même, si vous désirez aller faire une prière dans la forêt, vous pouvez emmener votre pyramide. Il suffit d'avoir 2 porteurs. Tel Moïse, un coffre recouvert d'or à l'extérieur et à l'intérieur.
Et puis vous allez, voilà, vous allez faire. Mais ce qui est intéressant, et on verra pourquoi après, c'est qu'on peut la transporter. Et elle est quand même, ce sont des objets qui sont fragiles, mais qui ont quand même une solidité relative. Donc si vous les manipulez avec précaution, vous pourrez les garder un certain temps. Bon, alors vous avez tous fait votre test sur le carré. Non, bah on refait donc on passe la main sur le carré pour essayer de ressentir si ça chauffe plus ou moins que sur la feuille de papier ou sur le pentacle coloré que nous avions tout à l'heure. Alors. Moi j'attends un petit peu parce que comme tout a bougé, là ça m'a pris la tête. D'accord. D'accord. Bon, on va faire juste deux, trois personnes comme ça qui veulent exprimer là-dessus. Beaucoup plus puissant. Voilà. Aucun rapport, beaucoup plus puissant. Là on sent vraiment que et on n'a même pas besoin de mettre la main là. Là même sans mettre la main, ça dégage, c'est que le carré rouge. C'est que le carré magique. Ah oui. C'est que le socle qui reproduit par reflet. C'est ce qu'il va y avoir au-dessus. Mais dans tous les cas, la fonction de base reste la même. La fonction de base reste exactement la même. Oui, tout à fait. Qu'on en fasse un petit ou un grand. Le grand, voilà. Bon, évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir un pentacle. Plus on veut être protégé, plus il faut un pentacle important. Donc ce serait de pouvoir le suspendre autour de son cou. Ça fait une bonne armure. Surtout quand vous avez... De l'autre côté, tu mets il faut l'avoir un autre dans le dos. Non, de l'autre côté, tu mets le blason. Voilà. Dans le dos, Devant, tu mets. Voilà. là, tu mets ça. Bon. Donc, 2-3 tests. Oui, au fond, vous avez plus de puissance sur le carré aussi. Bon, il est beaucoup plus puissant. Alors, ça vient du fait un fait qu'ont constaté tous les gens qui travaillent sur les ondes de forme. On a vu tout à l'heure qu'une onde de forme à plat était moins puissante qu'une onde de forme en volume. Bon. Et plus le volume est grand et, je dirais, épais, c'est-à-dire plus l'appareil est lourd, plus il va dégager au niveau énergétique. Donc, pour ceux qui sont bricoleurs, vous pouvez vous faire, là, vous avez un socle qui fait... Le cœur qu'a mis l'artiste, c'est à le faire. Oui, aussi, oui, parce que ça, c'est fait artisanalement. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a peint à la main, qui sent dépasser. Ah oui, donc ça, c'est un... Donc, et tout à fait raison, ça charge également. Donc, plus c'est épais, plus c'est un matériau de qualité, etc., plus les couleurs vont être vives et tranchantes, hein, et plus ça va rayonner. Les compagnons, ils savent ce qu'ils font, hein, en général. Je pense. Alors, les premières que nous avions faites, elles étaient faites avec des lattes de bois, comme du parquet. Bon, seulement on s'est rendu compte qu'à un moment... C'était des carrés, là. C'était des lattes. La dernière qu'on avait vue, c'était pas tracé comme ça, c'était vraiment des... Oui, voilà. Alors, c'était un travail différent. Le problème de ça, c'est que sous l'effet de la chaleur et du froid, bon, ça bouge un peu et surtout ça se fend. J'ai plusieurs carrés qui se sont fendus. Alors, c'était du bois qui était différent de celui-ci, du bois qui avait été coupé sur le chêne du grand-père, mais le problème, c'est qu'il n'a pas supporté la chaleur. Donc, là, j'ai la description technique, je crois que je le donnerai demain. Je crois que c'est du frêne et du hêtre. Parce que vous avez en fait, vous avez une bordure dans un certain bois et vous avez le cœur dans un autre bois. Et vous avez également une feutrine au dos qui l'empêche de glisser si vous le mettez sur une table. Alors, c'est pas vraiment un objet qu'on peut mettre dehors, mais on viendra sur l'utilisation plutôt dimanche. Alors, Alors, sensation donc, plus puissant, nous n'y revenons point. Mais alors, avec tout ce qu'il y a autour, là, Ah bah tous, ils vont rayonner. Là, c'est pareil, il faudrait qu'on envoie un radiesthésiste au 5e étage pour voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe en haut. Alors maintenant, notre thèse va vous distribuer une autre feuille. Et vous avez maintenant
interrogation surprise. Bon. Voilà, alors vous avez une interro. Bah, c'est ça, on fait un travail ensemble en fait. Je ne sais pas tout, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ce qui est surtout extrêmement intéressant pour tous ceux qui sont ici ou ceux qui écoutent, c'est que c'est ce que vous ressentez par rapport à ce phénomène. Alors sur la feuille, la feuille qui vous est distribuée, ce sont les faces de la pyramide. Donc chaque pyramide va avoir des faces et on va bientôt sortir nos pyramides, bien entendu. Et vous allez faire une recherche, je dirais chercher les lignes de force, chercher les croix égyptiennes ou les croix ankh qui sont cachées dans la structure, les lois de miroir, etc. Et après, on en chiffrera une pour voir comment ça fonctionne. Alors, les lois de miroir, c'est quand il y a une zone qui se reflète sur une autre. Les croix égyptiennes, la croix ankh, je fais un rapide rappel. Voilà. À peu près ça, la croix ankh. Alors vous pouvez gribouiller sur les feuilles. Hein. Vous pouvez écrire dessus. Donc, la feuille sur laquelle vous travaillez, c'est une face de la pyramide. Donc, ce qu'il faut, c'est chercher quelles sont les signatures, les dessins agissants. Alors, certains vont parler d'ondes de forme, d'autres de symbolique, d'autres choses. Mais voilà, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est caché sur la face de la pyramide? Exactement comme pour les blasons, on en avait déjà discuté. Qu'est-ce qui est caché derrière mon blason? Parce que ça fait des belles formes, des belles couleurs, mais c'est insuffisant. Il faut-il encore voir ce qu'il y a derrière? Donc sur la feuille que vous avez, voilà, vous essayez de voir ce que vous allez découvrir derrière. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement retracer. On va mettre une feuille de papier. Déjà, comment est construite? Alors, mon stylo. Comment est construite la face de la pyramide? Elle est construite ainsi. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'elle est séparée en deux par le milieu, à peu près, et que la pointe se rabat sur la partie inférieure. Donc, on a une première loi de miroir. Et puis, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La partie supérieure est à nouveau séparée en deux et la pointe est à nouveau rabattue sur l'inférieur. Ensuite, on trace un trait vertical. Et nous avons 10 cases, à la limite les fameuses tables de Moïse avec les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 nombres qui vont correspondre à cette face de pyramide, qui n'est qu'une projection du carré, ou inversement. Alors, qu'est-ce que vous y avez vu d'autre? Les points de force, c'est le centre, c'est où se croisent les formes. On verra juste après ça. Alors déjà sur la face, est-ce que vous voyez des formes? Où? Fais voir sur...
Égyptienne. La croix de Lorraine, Non, la croix égyptienne. la croix égyptienne. Est-ce que la personne La croix égyptienne, c'est pour ça que je disais qu'au départ, elle ne devait pas être ronde. Elle était peut-être pas ronde au départ. Non, non. Elle était peut-être pas comme ça, parce que ça, c'est une interprétation, je dirais, actuelle des plans du 36, mais il est possible qu'il y ait d'autres façons de voir les choses. On a une sorte de croix égyptienne qui se trouve dessinée. Oui, c'est ça. Excalibur C'est une épée. dans la pierre. Ah oui. On peut la voir comme ça. Nous avons en fait, Voilà, c'est sûr. nous avons des lignes de force pour un magiste ou quelqu'un qui voudrait travailler l'aspect plus magie ou par exemple découvrir une écriture inconnue, une écriture angélique. Eh bien, on peut très bien se servir de ces lignes de force comme trame pour faire un certain nombre de signes dits kabbalistiques, de signes dits magiques, de signatures. Là, ce que nous avons fait, on a noirci ce qui nous semblait être la croix Ankh. Mais il y a d'autres choses. Alors, ce qu'on peut voir là, et ce qui est très important, on a ici une loi de miroir. On a ici une loi de miroir. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a deux lois de miroir. De la gauche à la droite, on a à nouveau une loi de miroir. Alors, en sachant que dans la mesure de notre pyramide, quand on parlait des proportions, on va voir après comment la construire, quelles sont ses proportions. 36 cm, c'est la diagonale du carré. Et 36 cm, ce sera le côté de notre face. On va voir un petit peu les nombres et puis après on va repasser sur cette construction et sur les formules géométriques. Alors, ce que vous pourrez vous amuser aussi, vous prenez le carré et vous faites la même chose. Vous essayez de découvrir ou de relier les nombres les uns avec les autres. Et vous allez découvrir de curieuses formes. Mais il y a des formes qui sont réellement curieuses, c'est-à-dire qu'il finit par apparaître quelque chose. Amusez-vous à relier les nombres entre eux, d'une façon ou d'une autre, un petit peu comme dans les vieux pentacles, dans les vieux sceaux, les vieux carrés magiques, on relie les nombres les uns aux autres. Sauf que là, ce sera plus intéressant. Ce sera plus puissant. On aura des effets d'une autre nature. Alors, je retrace à nouveau mon schéma. Ma pyramide. Voilà. Et je vais mettre des nombres. Alors les nombres, vous les aurez dans le fascicule que nous distribuons en fin de séminaire. On va en prendre un au hasard. Alors, comme l'arête de la pyramide est face au nord, eh bien nous aurons les quatre faces de la pyramide qui seront nord-est, sud-est, sud-ouest
ou nord-ouest. Hein, elles seront décalées par rapport, en fait, aux points cardinaux. Alors, on prend au hasard la face sud-est. Et je note les chiffres, qui sont une projection du carré. Alors, en haut, on a 23, 14. Ensuite, 22, 15. 16, 21. Dans l'eau, nous avons 29, 8. Et dans la terre, nous avons 9, 28. Alors, ne remarquez-vous pas quelque chose par rapport à ces nombres? Qu'est-ce que, si on s'amuse à les additionner par ligne, 10, 36. si on a 23 plus 14, ça fait 2 plus 3 plus 1 plus 4 égale 10. 22 plus 15, 2 plus 2 plus 1 plus 5, 10. 16 plus 21, c'est pareil. 6 et 1, 7. 2 et 1, 3. 10. 29 et 8, eh bien c'est 9, 10, 11. 11 et 8, 19. 19 c'est 9 plus 1. On retombe sur le 10. 9 et 28, pareil, ça fait 36. Et 36, non, ça fait pas 36. Ça fait 37, voilà. 37. On retombe sur le 10. Sur chaque face de la pyramide, les nombres qui seront disposés nous donneront 10. Encore une fois, le commandement du 10. Ou les 10 commandements. On peut penser aussi que l'unité et l'infini. Oui. Ou le néant. 1, 0. Oui. Alors on a aussi, voilà, 1, 2, 3, on a 5 plans. Alors on peut dire voilà, qu'on a 3 niveaux, c'est comme dans les nombres de chakras. Bon, selon qu'on compte les secondaires ou que les primaires, on en a 7, on peut en avoir 11 chez certains, je parle des chakras uniquement physiques. Et certains yogis ont dénombré des 700 000 chakras secondaires, tertiaires, quaternaires et minuscules. Donc 700 000. Et là on se perd dans les sables. Et là on tombe sur l'infini, c'est-à-dire c'est la recherche qui ne débouche plus sur rien, parce qu'il faut rester pratique et opératif. 72 000, voilà, enfin bon, c'est comme les nadis, les réseaux énergétiques. Alors petite chose, quand vous vous amusez à faire votre respiration tous les jours avec une boule de plomb et une plaque de fer, eh bien vous ouvrez les nadis, les canaux énergétiques, et vous alimentez vos chakras. Vous ne les ouvrez pas, vous ne faites que les astiquer. Vous avez un chakra bien brillant est plus efficace qu'un chakra tout rouillé. Donc on se retrouve avec des 10 partout. On aura en haut, bien sûr, l'éther, le feu, air, eau, terre. Alors si on veut jongler avec des nombres, avec ce pentacle qui se trouve maintenant en volume, il y a de nombreuses personnes qui se sont penchées pour essayer de trouver de meilleurs arrangements mathématiques sur une autre structure, basée sur un autre carré magique. Si jamais vous trouvez, vous aurez un voyage gratuit en Bretagne. Tout frais payé, voilà. Et vous nous expliquerez ce que vous avez trouvé. On t'offrira un voyage à Paris. Et vous aurez un abonnement gratuit à tous les séminaires. Ça devient intéressant. Il y en a à venir. Oh, il y en a plein. Il y en a un qui va être intéressant et très, bon. ami. Trouver un meilleur arrangement mathématique, jusqu'à présent, ça s'est révélé impossible. Peut-être que ça existe. Mais autant de lois qui se juxtaposent, qui se superposent, qui rebondissent les unes sur les autres, eh bien nous n'avons point trouvé. Les chiffres là, si on les additionne par terre,
9 et 8, 17, c'est 37. L'eau, c'est 37. L'air, c'est 37. Le feu, c'est 37. Et l'éther, c'est 37. Et 37, c'est notre température idéale. Et ça fait 3. Et ça fait 10, qui est parfait. On va le noter. Il a un voyage gratuit là déjà. J'en connais qui vont ici de 12. Alors pour avoir le voyage gratuit, il faut trouver un autre système plus meilleur que celui-là. Oui, mais alors là, On a le 7, 14, 21, 28, c'est 7. Attends, 21. 14, 21, 28, on descend sur la droite. Alors voilà, autre loi intéressante. On remonte Ouais. à gauche. Regardez, si on monte, on a ici 14, c'est 2 x 7, 21, 3 x 7, 28, 4 x 7. On remonte sur la gauche. 9 et 7, 16. Alors, attends, 9. 9 et 7, 16. 9 et 16, 16 avant. Ah oui, 9 et 7, 16. Sur la gauche. Et 16 et 7, Et 16 et 7, 23. 16 et 7, 23. Encore un 7, multiple de 7. 22, 29 et 8 de ça. D'accord, On a il y a 15 et 8, on peut descendre. Il y a 29, 22. Oui, tu veux dire ça fait 7 de différence. Voilà. On fait plus 7. Voilà, ok. 8 plus 7, ça fait 15. 9 plus 7, ça fait 16. Etc. Voilà. c'est toujours 7. Ouais. C'est le chiffre 7 qui ressort. Donc on a le chiffre 7 qui ressort, on a les 37 degrés qui ressortent, on a le 10 qui ressort. Et si on continue à chercher, on va avoir d'autres nombres qui vont ressortir. Alors, par rapport au carré magique qu'on trouve dans les livres de Papus, ça c'est le must. Mais il fallait passer par ces autres carrés magiques, peut-être pour aboutir à celui-là. Et les révélations allant crescendo, bon, on est quasiment sûr que les Égyptiens ont tenu ceci, on en parle dans notre livre, que les Pythagoriciens ont dû jouer avec ceci également. Bon, les Hébreux et la Kabbale, basés sur les mêmes choses, etc., etc. Mais ces arcanes sont périodiquement perdus pour être retrouvés et retravaillés sous un autre diapason, avec d'autres méthodes. Autre remarque? Non? Très bien. Alors, on va passer au socle. On va revenir sur le socle un petit peu. Oui, on a aussi la somme de 5. Tout est en harmonie. Et vous remarquerez que sur chaque face, nous avons les mêmes lois harmoniques. Parce qu'on pourrait se dire que c'est peut-être que sur la face nord-ouest, ou que sur la face que nous avons étudiée, c'est la face sud-est. Mais si on en prend une autre, on aura exactement 37 partout. On va vérifier. Ah non, on n'a pas 37 partout. Puisqu'on va avoir plutôt 19 partout sur une autre face. 19. Sur la face sud-ouest, par exemple, on aura 19. Ça fait 10. Et ça fait 10 toujours. On aura toujours la loi du 10, ça c'est sûr. Par contre, le nombre intermédiaire de calcul pourra être différent. Et bon, à chacun de chercher, parce qu'il faut... alors, vérifierez, pour demain, par exemple, vous vérifierez... Ben non, vous n'aurez pas le fascicule. Alors, pour lundi, vous vérifierez si c'est pareil sur les 4 faces de la pyramide. Alors, on en revient à notre socle. C'est un appareil à onde de forme, entre autres, indépendamment que ce soit un carré magique. Il va être agissant, déjà par le tracé en noir des frontières. Donc vous savez, par exemple, en radionique, si on trace un sceau de Salomon sur une feuille en papier blanc, ou si on trace 6 hexagones inscrits les uns dans les autres, ça crée un bouclier, un champ, etc. Bon, ben là c'est basé sur la même chose. Donc on a déjà des ondes de forme de par le tracé, les traits, qui sont noirs. On a ensuite une deuxième onde de forme, qui sera plutôt une onde de couleur, par le rayonnement du bleu, du vert, du jaune, de l'oranger, du rouge. Et, en troisième point, on aura la puissance des nombres qui seront placés dessus. On peut considérer que le socle, avec son tracé noir et blanc, représente le corps.
que le rayonnement des couleurs représente l'âme de la chose et que son esprit sera les nombres qui seront disposés selon l'orientation que nous avons vue. Donc ça, c'est pour le socle. On s'est aperçu qu'il y avait presque une pyramide qui se dessinait indépendamment, sur le plan énergétique, indépendamment des objets dessus. Ensuite, si on regarde notre pyramide, chaque face de la pyramide, toute pyramide a déjà un rayonnement que les radiesthésistes appellent le vert négatif. Donc il y a déjà un rayonnement, en fait, qui part. Tiens, ma Bernadette va tenir la pyramide. Pas sur ma tête, parce que je ne sais pas si dormir en dessous serait très bon. Il y a un rayonnement vert négatif qui part de la pointe et qui descend. Bon, sur pyramide, Khéops ou autre, il y a ce rayonnement. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qu'on va mettre en dessous va se trouver déjà magnétisé par ce phénomène. Alors, nous avons ensuite les proportions de notre pyramide. Et là, je vais vous refaire un petit dessin pour que nous voyions bien comment elle a été construite sur le plan géométrique. On a vu ce matin que nous avions un cône qu'on allait couper. Je vais le prendre, ce cône, vu du dessus. Donc on a un cône avec la pointe du cône, le haut du cône. Pour couper notre cône, eh bien en fait on part du point et on fait une coupe de cette manière-là. On retire la zone hachurée et on le tranche. Ok? Et pour chaque face, en fait pareil. Donc on se retrouve avec une pyramide vue du haut. La base du calcul, c'est la diagonale. C'est ça qui fait 36 cm dans la réalisation que nous avons fait. Ça fait 36. Ce n'est pas cette partie-là, c'est-à-dire la face de la pyramide qui fait 36. C'est sa diagonale. Un peu. Ça, c'est très important. Donc, on se retrouve vu du dessus avec une sorte de pointe de flèche, comme une pointe de flèche, en fait, dont les deux triangles sont imbriqués l'un dans l'autre. Alors, je vais essayer de vous dessiner quelque chose. Ça fait 36 cm, donc ça fait 36. Et ça fait 36. Tac, tac, oula. Ah bah si. Ah bon, c'est très mal dessiné, mais je fais ce que je peux. Voilà, et celle qui est cachée derrière. Donc en fait, nous avons comme 4 ailettes, celle qu'on voit, celle qui est devant, celle qui est là, plus celle qui est cachée derrière. Et le 36 sont les diagonales et les arêtes de notre pyramide. Et non les faces. Ça, c'est important. Alors, surtout si vous voulez construire une pyramide, bon, vous pouvez le faire. Alors, les premières pyramides qu'on avait construites, on les avait faites avec du plastique transparent que l'on trouve dans les papeteries, les protège-cahiers pour enfants. Parce que vous avez du rouge, du jaune, du bleu. Alors, ce qui compte, oui, mais on n'a pas besoin de l'orange ni du vert. On prend le rouge, le jaune et le bleu. On découpe. Alors, on se fait un patron de la pyramide. Bon, il faut être un petit peu géomètre. C'est-à-dire que vous avez vos faces qui seront comme ça. Avec, alors, couper en deux. Et recouper en deux. Alors, pour vous donner un exemple. Tac. Ce que je vous ai dessiné, ça, le haut, c'est ce qui devra être rouge. Et en le chevauchant avec une feuille jaune, on obtiendra l'orangé,
sur la partie inférieure, c'est-à-dire sur cette partie-là. Alors, vous faites un patron, c'est pas très, très difficile, on éclate la pyramide, on fait un patron, et on fait toute cette zone-là rouge. Le jaune, alors que je ne me trompe pas, le jaune, eh bien ce sera, le jaune ce sera ça, et ça. C'est-à-dire que tout ça, ce sera jaune. Donc vous ferez un second patron en prenant tout le jaune. Et vous faites un troisième, et tout ça, vous le mettez en bleu. Donc en découpant les protège-cahiers, après en les repliant, et en prenant une trame transparente sur laquelle nous allons indiquer la pyramide complète avec les nombres, vous aurez donc, on n'est pas amené ici, mais vous aurez une pyramide transparente, translucide, sur lequel vous allez emboîter des robes. La robe bleue, la robe jaune et la robe verte. Et vous obtenez une petite pyramide, bon, qui sera peut-être un peu moins rayonnante que celle-là, c'est sûr, mais qui va quand même donner un effet. La géométrie en sera moins bien conservée parce que le plastique transparent, les protège-cahiers, c'est quand même souple, mais on aura quand même une pyramide. Et il m'est déjà arrivé d'aller faire une expérience il y a une dizaine, une quinzaine d'années en forêt avec une petite pyramide en plastique, avec des résultats étonnants. Et j'avais conjoint et un rituel au 36, et un instant lunaire, et une pyramide. On verra ça demain, comment faire un petit peu cette petite sauce, ce petit mélange. Donc, ça c'était pour les proportions. Donc le 36, ce sont les diagonales. Donc ça veut dire que nous avons dans cette pyramide deux diagonales magnétiques qui s'entrecroisent. D'où la colonne d'énergie qu'ont pu ressentir certains en mettant la main au-dessus du carré. Parce qu'il y a en effet deux diagonales qui s'entrecroisent dans le carré, et c'est le centre qui sera le plus agissant, parce que ce sera le croisement. C'est comme quand vous avez deux rivières souterraines qui se croisent, le point d'émergence tellurique, il est à cet endroit. Donc cette pyramide a un rayonnement supérieur de par la géométrie, enfin supérieur aux pyramides de Khéops, différent dirons-nous, de par les géométries totalement équilibrées qu'on va trouver dedans. Nous avons également sur chaque face du plomb, qui crée en fait un champ de rupture entre les différentes couleurs et entre les différents triangles. Comment ? Ça fait une sorte de frontière entre les couleurs, voilà, puisque les couleurs sont peintes à l'intérieur de la pyramide, de manière à ce que, bon, elles soient moins fragiles à l'extérieur. Les couleurs sont à l'intérieur, et au-dessus, vous avez une armature en plomb qui renforce la solidité du support, mais qui permet également d'avoir des champs de rupture. Donc d'avoir à nouveau une onde de forme qui sera plus puissante, de par le fait de l'utilisation de deux matériaux différents, du verre et du métal. Alors, comme on a vu, architecture en triangle, croix égyptienne, croix ankh, etc. avec des choses qui sont dessinées sur chaque face. Donc, ils vont automatiquement émettre, je dirais, à l'intérieur, mais également sur l'extérieur. Et puis, bien sûr, le rayonnement des couleurs par elles-mêmes. Bon, parce qu'on a à nouveau les couleurs sur la pyramide. Alors, cette pyramide va être en résonance par rapport aux 5 éléments. Donc, par rapport à la loi du Père. Mais également par rapport au principe du cône. Parce que c'est un tabernacle. C'est-à-dire, c'est une construction, comme nous avons vu ce matin, qui a été bâtie sur la loi géométrique des architectures. Donc tout ça, ça amplifie, ça crée un champ le plus puissant possible. Ensuite, bien sûr, on s'aperçoit que cette pyramide est transparente. Elle n'est pas opaque. On le verra demain pourquoi, mais l'importance, c'est la même chose que dans une cathédrale.
Dans une cathédrale, vous avez des vitraux qui laissent passer une lumière tamisée, une lumière colorée. Quand vous relisez des anciens livres de Papus, par exemple, sur les rituels de magie et autres, il dit, vous prenez une lampe magique, et le fonctionnement de la lampe magique, c'est une lampe dans laquelle il y a des verres colorés, de manière à teinter la lumière dans laquelle l'opération va avoir lieu. Là, c'est exactement la même chose, sauf que l'opération va avoir lieu à l'intérieur. Donc, tout ce qui va être mis dedans va être baigné dans une lumière teintée, dans une architecture, dans une géométrie. Elle les mettra automatiquement à l'extérieur aussi. Déjà, si le carré il les met à l'extérieur, la pyramide, ça va être encore plus, émettrice. Pardon. Alors, le point maximal de concentration des forces. On fera un petit travail après la pause sur la pyramide. Bon, on va peut-être faire la... Bon, allez, encore 10 minutes et puis on va faire la pause. Toc, toc, toc. Bon, on fait la pause maintenant. Alors, descriptif technique de la pyramide que vous avez sous les yeux. Alors, déjà, la première contrainte, c'est que tous les éléments devaient être collés et non pas cloués, de manière à éviter toute pièce métallique, entre autres dans le socle. Donc, afin de ne pas perturber les énergies subtiles de l'ensemble. Donc, le plateau, on a pris un bois clair de manière à ce qu'on puisse le peindre correctement. Vous avez ça dans le fascicule, donc c'est pas la peine de reprendre. Il a fallu commencer par débiter les carrés et ensuite faire des rainurages de manière à pouvoir coller les côtés du carré, parce que vous avez votre carré qui est en deux parties. Vous avez le centre qui est peint et vous avez une petite bordure qui a été rajoutée. Donc il a fallu préparer tout ça. Le cadre, découpage des morceaux, rabotage, rainurage des baguettes, donc extérieures. Ajustage et assemblage du cadre sur le plateau. Traitement de fond de manière à ce que ce soit quand même pas trop sensible à l'humidité. Ensuite, traçage des figures géométriques. Peinture à la main des 36 triangles. Comme disait Alain hier, oui, ça a été peint à la main. Donc il y a quand même quelque chose de plus vivant que si c'était une machine qui nous l'avait fait. Alors c'est moins bien peut-être que si c'était une machine, mais ce sera mieux dans le sens où l'être humain y aura mis sa main. Donc peinture à la main. Ensuite, marquage en noir du tracé et vernissage du socle. De manière à ce que, bon, il est quand même déconseillé de l'utiliser en extérieur, mais si vous l'utilisez en extérieur l'été, même s'il y a un petit peu d'humidité, ça devrait relativement résister. Et ensuite, découpage de la feutrine qui est au dos, qui évite que l'ensemble puisse bouger. Alors ça, c'est pour le socle. La pyramide. Alors si vous voulez vous amuser à faire ça, au contraire, c'est mieux, pour ceux qui n'ont pas de pyramide, il est bien sûr toujours préférable de fabriquer soi-même ses outils. La seule difficulté, c'est que personnellement, n'étant pas bricoleur, je préfère confier ça à quelqu'un qui va le faire proprement. Alors pour la pyramide, je suis pas bricoleur, moi. Non, moi je bricole dans d'autres domaines que le bois et le verre et le métal. Il y a pas pire en béton que toi quand tu fais un truc. Alors, pour la pyramide maintenant, il a fallu découper 4 triangles de verre au 10e de millimètre, parce qu'après il faut les assembler correctement. Ponçage des arêtes, dégraissage de manière à ce que la colle puisse tenir. Ensuite, tracé et cernage des figures géométriques des 4 triangles en verre. Donc il faudra ensuite mettre la peinture à l'intérieur de la pyramide. Je vais pas prendre celle-là. On va prendre l'autre. Parce qu'en fait, la peinture est à l'intérieur. Donc il faut que la personne qui mette la peinture sache à quel endroit elle va mettre cette peinture. Donc il faut repérer de l'intérieur les différents triangles qui vont être peints.
Ensuite, pose de la peinture à l'aide de peignes spéciaux. Alors notre ami qui nous a fait ça, il a fallu qu'il invente des peignes, qui bricole un système pour découper le plomb. Enfin, il a fallu qu'il invente un certain nombre d'outils. Ensuite, la difficulté, c'est d'assembler 4 triangles de verre. Donc, il y a une matrice en bois qui se trouve dans ce sens-là. Donc, sens inverse pointe vers le bas. Et puis, les 4 panneaux de verre, une fois qu'ils sont peints, sont glissés dedans, collés. Et puis, on attend que ça sèche. Et ensuite, dégraissage et nettoyage des faces. Parce que dès l'instant où on les manipule, il va y avoir du nettoyage à faire. Après, on a le travail du métal, donc du plomb, c'est-à-dire de toute l'armature qui se plaque sur chacune des faces. Alors, découpe de l'armature en plomb, c'est-à-dire qu'on va prendre une feuille de plomb et avec un outil et une presse, pression de 15 tonnes, on va écraser, en fait, on va couper le plomb de manière à avoir en une frise unique l'armature d'une face. Et ensuite, cette armature est collée. Et puis, pour certaines pyramides, pour certaines séries, elle a été vernie ou elle a été bien nettoyée de manière à ce que le plomb ne change pas de couleur en fonction de l'humidité. Ensuite, assemblage final, pose et ajustage de l'armature sur la pyramide. Le gros problème technique, ça a été le problème de la pointe, parce qu'évidemment, c'est difficile de faire une pointe qui soit d'un seul tenant à la pyramide. Donc il y a eu plusieurs séries de pyramides dans lesquelles la pointe avait été rajoutée. Bon, là, on a un seul tenant. Donc je préfère, c'est plus joli. Et puis, ça permet une meilleure distribution des forces au niveau de la colonne qui peut s'élever. Mais bon, même s'il y a des petites contraintes techniques différentes, globalement, ça fonctionne de la même façon. Nettoyage final et stockage. Et après, quand notre artisan a fini les pyramides, la deuxième difficulté, c'est de les transporter. Donc tout ça pour vous dire que c'était quand même une prouesse technique. Alors, petit rappel symbolique de la pyramide. Donc les deux nombres symboliques de la pyramide sont le 3 et le 4. Donc symbolique du 3, de tout temps le 3, c'est le triangle, ça représente l'esprit, la divinité, le monde spirituel. Donc ça veut dire évolution personnelle, compréhension de notre univers, philosophie ou théologie. Tout ça c'est dans le fascicule, donc notez pas, c'est juste un jeu en fait. C'est un jeu philosophique et symbolique entre le 3 et le 4. Le 3 c'est l'esprit, le 4 c'est la matière. Le 4 c'est mon corps. Le 3 c'est l'esprit que je veux faire descendre dans mon corps. Donc symbolique du 4, c'est le carré ou le cube dans certaines symboliques, caractéristiques de la matière, le monde physique dans lequel nous évoluons, l'argent, la santé, etc. Donc ça c'est le 4 et je veux faire descendre l'énergie dans ce 4. Alors symbolique maintenant du 3 plus 4, eh bien c'est l'esprit dans la matière. On peut dire que sur un plan alchimique, habituellement l'esprit plane au-dessus de la matière. Il faut arriver en fait à le faire descendre dans la matière, à l'incarner. C'est le mystère de l'incarnation chez les chrétiens, c'est ce qu'on trouve dans un certain nombre de traditions et de religions. Donc incarnation de l'esprit. Alors vous allez me dire, oui mais moi j'ai déjà un esprit, donc mon esprit est déjà incarné. Mais ce qu'il faut, c'est l'incarner de manière encore plus forte, le densifier. Hier, on a vu qu'on avait de l'éther. Le premier des 5 éléments, c'est l'éther. Et en fait, tout l'art du prêtre, normalement de l'imam, etc., c'est de faire descendre cet esprit, ou ce Saint-Esprit, ou cet éther, mais en densité supérieure. Nous devons en fait devenir des aimants plus puissants que la normale. Et étant un aimant plus puissant que la normale, on va descendre plus d'esprit en nous, et c'est ça qui va nous immortaliser, nous permettre une meilleure longévité, non pas physique, mais surtout spirituelle, une meilleure compréhension, etc., etc. C'est en incarnant en fait cet esprit, donc en faisant descendre le 3 dans le 4, que nous allons aussi forger notre corps de gloire. Alors, le corps de gloire, bon, c'est une énergie subtile qui doit descendre,
qui remplacera notre corps physique une fois la mort venue. Donc plus on a un corps de gloire puissant, et plus ça va être utile pour après. En travaillant sur la pyramide, en travaillant le 36, d'une manière ou d'une autre, on entre en résonance avec tout ça. Et même si on n'en a pas tout à fait conscience, on incarne ces notions de 36, donc on incarne quelque part l'esprit. Donc, qu'on soit d'accord sur une philosophie ou sur une autre, de toute façon, comme on l'a fait hier, en travaillant sur la pyramide, en la testant aujourd'hui de manière plus sensible qu'à d'autres séminaires, eh bien, nous prenons un peu de son énergie. Et à partir de là, ça crée osmose, donc on va également un petit peu densifier notre âme. Donc c'est ça le mystère du 3 dans le 4. C'est l'équilibre entre le haut et le bas, entre Dieu et le monde physique. C'est la voie du milieu aussi, si chère aux orientaux. Alors comme on l'a vu, la pyramide possède un socle carré. Alors un socle carré construit de 5 carrés emboîtés les uns dans les autres. Regardez-le sur le carré que vous avez devant vous. Bon, en fait, vous avez 5 carrés qui sont dans le carré. On pourrait presque dire que là, on a le 5 dans le 4, ce qui revient au même que le 3 dans le 4. 4 faces de la pyramide, donc ça c'est carré. Chaque face de la pyramide est triangulaire et possède 10 petits triangles colorés en ailes. De même que son socle est fait de 36 triangles. Alors quand on joue symboliquement entre le 3 et le 4, c'est la même chose lorsque l'on joue symboliquement entre le 36 et le 40. Puisque dans notre socle, nous avons 36 loges, alors que dans la pyramide, on en a 40. Donc, c'est encore un jeu entre le 3 et le 4, entre le 36 et le 40. Et on avait dit aussi la dernière fois que le cercle géométrique est divisé en 360 degrés ou en 400 grades. Alors curieusement, dans les mathématiques, on retrouve ce jeu entre le 3 et le 4, entre le 36 et le 40. Et là, c'est dans les mathématiques. Donc, on pourrait se demander si les premiers mathématiciens n'étaient pas également des philosophes. Alors, avantage ésotérique. Eh bien, nous avons devant nous une véritable petite cathédrale de verre, transparent et coloré, tel des vitraux. Cet objet reflète de la beauté et peut également servir d'objet de méditation, voire de décoration. Si on vous demande ce que c'est, quand je suis passé dernièrement à l'aéroport avec une pyramide, j'ai dit que c'était un verre d'abat-jour. Et on peut très bien, quelqu'un qui voudrait l'utiliser de manière profane, peut très bien mettre une lampe dedans et avoir un très bel abat-jour, donc un très bel objet de décoration. Et nous, on va l'utiliser autrement. Alors, toujours pour résumer, les pyramides égyptiennes sont écrasées. Alors, on va le faire peut-être au tableau. Dans la symbolique et dans l'opératif, plus on va avoir un triangle aigu, donc pointu, plus on va symboliser l'esprit. C'est pour ça que dans certains rituels, on utilise une dague, donc un objet à double tranchant. Une dague, c'est quoi? C'est un triangle. Et puis plus l'objet va se rapprocher du plat, et plus il va être proche de la matière. Donc ça symbolise plus la matière. Et si nous poussons le triangle aigu à son maximum, et on va avoir un trait vertical. Et si on écrase l'autre pyramide, celle de la matière, le plus possible, eh bien on va avoir un trait horizontal. Et la réunion des deux, ça forme une croix. Donc, la verticale, ce sera toujours l'esprit, et l'horizontale, toujours la matière. Ce qui ne veut pas dire que l'un soit mieux que l'autre. On a besoin des deux, aujourd'hui, dans notre incarnation. Alors, les pyramides habituelles sont opaques, donc ne laissent pas passer la lumière, alors que celle-là est transparente, elle laisse passer la lumière. Dans certaines symboliques, on nous dit qu'on a le noir et le blanc. Donc la lutte des ténèbres contre la lumière et de la lumière contre les ténèbres.
il faut considérer que ce qui est symboliquement donc noir, en fait, c'est ce qui est symboliquement opaque. Enfin, c'est ce qui va être physiquement opaque. Ça signifie qu'un objet, une feuille de papier qui est blanche, sur un certain plan, sera assignée des ténèbres, parce qu'elle est opaque. Alors que, éventuellement, bon, je vais pas ça, mais un transparent, une feuille transparente qui serait noire, mais transparente, serait signée lumière, puisqu'elle laisse passer la lumière. Donc, ce qui compte dans notre incarnation et dans notre vie, c'est de laisser passer la lumière au travers de nous, et non pas d'y être opaque. Si on fait une petite expérience, on prend une loupe, on prend un papier, donc vous avez le soleil, vous voyez à peu près tout au tableau là, au papier. Ouais. Donc on a le soleil qui est clair, on a une loupe et on a ici un papier. La loupe est transparente, elle laisse passer la lumière. La loupe ne chauffe pas, elle concentre les rayons du soleil. Par contre, notre papier est opaque, donc il arrête la lumière. À partir de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va chauffer. Et il va s'enflammer. Donc, ce que nous devons être dans la vie normale, dans notre vie spirituelle ou chrétienne, on doit être soit des loups, soit à tout le moins des morceaux de verre, c'est-à-dire être transparent à la lumière, donc recevoir la lumière, être traversé par elle et la redistribuer. Et nous ne devons jamais être la fin du circuit, c'est-à-dire la feuille de papier, qui peut être blanche à l'extérieur, c'est-à-dire qui peut paraître extérieurement très belle, mais si elle est opaque, elle va brûler. C'est pour ça qu'à la limite, quand vous avez la fameuse malédiction des pharisiens dans les textes dans la Bible, Jésus maudit les pharisiens, et c'est exactement ça qu'il explique. Il explique que certains sont très beaux à l'extérieur de leur personnage, alors ils sont toujours bien habillés, toujours aux plus belles places dans les églises, dans les synagogues, etc. Et puis en fait, à l'intérieur, ils sont complètement mauvais. Donc c'est pas l'importance. L'importance n'est pas de ce que nous extériorisons, mais surtout de ce que nous avons à l'intérieur. Donc, principe de la loupe ou principe du morceau de verre qui est transparent. Alors tout ça pour expliquer la transparence également de la pyramide. Donc c'est une pyramide qui sera plus signée vie qu'une pyramide habituelle qui sera plus opaque. Parce que les symboles, si nous arrivons à les manipuler, on doit les manipuler dans tous les sens. C'est-à-dire que cette pyramide, elle ne doit pas simplement me servir à mettre des choses dessous, elle doit également me servir d'objet de méditation. Alors ça peut être une méditation de deux natures, ça peut être une méditation dans laquelle je me place en face et puis j'essaye de boire le rayonnement, un peu comme on a fait hier en faisant nos tests, mais également objet de méditation en essayant de comprendre plus intellectuellement ou plus mentalement ce que cette pyramide va me renvoyer. Donc, pourquoi est-elle transparente? Bon, on a donné une explication. Ça, c'est une méditation qui vient de la transparence. Et ça va s'appliquer à tout. Quand on a, par exemple, dans certaines loges, le fameux portique, c'est-à-dire une colonne noire, une colonne blanche. La colonne blanche, ça désigne l'esprit, la colonne noire, ça désigne la matière. La matière est très souvent beaucoup plus opaque que l'esprit, qui va être transparent. Mais ce qui compte, c'est d'être ni dans le noir, ni dans le blanc, parce que ça encore, c'est une espèce de marché de dupes. On se dit, bon, moi, je vais sauver la veuve et l'orphelin. Donc, je me mets dans la colonne blanche et je lutte contre le noir. Et puis le noir, il va se dire, moi, à la limite, quand il y a une guerre, c'est exactement ça. Quand il y a des guerres entre les Américains et puis d'autres, chacun se dit, moi, je suis dans la colonne blanche. Et c'est totalement inutile. En fait, ce qu'il faut, c'est se trouver ni dans la colonne blanche, ni dans la colonne noire, mais au-dessus, dans le fronton, dans l'arche qu'il y a au-dessus. Et ce fronton est rouge.
dans certaines symboliques, l'arc-en-ciel, etc. Après, toutes les... Donc inutile, c'est pour ça, je disais dans ce livre sur le 36, inutile d'aller poser des bombes pour être pour ou contre quelqu'un, puisque de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Puisque le fait de poser des bombes, ça voudrait dire qu'on serait soit dans le blanc, luttant contre le noir, soit dans le noir, luttant contre le blanc. Mais de toute façon, c'est un marché de dupes. On reste dans la dualité. Et ce qu'il faut, c'est être au-dessus de la dualité. Donc, de notre dualité, faire une unité. Tout ça, c'est des méditations qui tournent autour de la pyramide. Alors ensuite, dans cette pyramide, eh bien, nous avons également une armature métallique qui vient renforcer l'onde de forme, comme je vous l'ai dit hier, par rupture du champ. Le socle coloré. Alors, la plupart des pyramides actuelles n'ont pas de socle. Donc, il y a une face de pyramide qui manque, parce que cette pyramide, on va dire qu'elle a 4 faces. Oui, mais en fait, elle en a 5, si on compte le socle. Donc, le socle coloré absent la plupart du temps est la projection à plat de la géométrie de la pyramide. On l'a vu. Ça réalise comme une sorte d'écho, comme un miroir qui renforce la puissance de l'objet, parce que le maximum d'énergie doit être concentré à l'intérieur. Or, dans une pyramide sans socle, eh ben, on va avoir tendance à avoir plus de pertes énergétiques, c'est-à-dire que ça va sortir. Et là, on va essayer, bon, ça sort quand même, c'est ce qu'on a vu hier, mais on va essayer quand même de concentrer les forces, c'est-à-dire de faire un miroir par rapport à son centre. Ceux qui sont très bricoleurs pourraient, pourquoi pas, créer un socle avec une glace, un miroir, mais qui serait recouvert de peinture transparente. C'est-à-dire d'avoir de la transparence et un phénomène de miroir également par en dessous. De manière à irradier encore plus ce qui va être au centre. Oui, une question? Je vais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que le socle n'est ni plus ni moins que comment dirais-je, c'est un cube qui a été pressé. Oui. Et à ce moment-là, on est parfaitement dans le septenaire. Disons, on revient aux arts libéraux avec le triangle 3 au-dessus oui. et le 4 en dessous. Oui. Et le petit passage entre les deux, l'antakarana des hindous, qui rattache l'esprit à la matière. Oui. Oui, on va retrouver tout un tas de symboliques, mais c'est vrai que c'est aussi une symbolique du 7, bien sûr. Oui, autre question? Mais la pyramide, c'est elle qui fait disons, ce travail, parce que hier, en testant, la pyramide, elle était existante sans être dessus le socle. Oui. Donc, est-ce que c'est la pyramide qui émet ou c'est le socle qui émet là? Tout. C'est uniquement comme protection. C'est comme un moteur. Non, c'est pas comme une protection. Chaque élément indépendant va émettre et va enclencher un phénomène énergétique. Donc la pyramide toute seule, sans le socle, a une puissance. Le socle tout seul, sans la pyramide, a une puissance. Le socle sans les nombres, a une puissance, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conjoindre un certain nombre de facteurs, comme on va croiser des rivières souterraines sous une cathédrale, et plus on aura de facteurs de puissance dans la pyramide, et plus la pyramide va rayonner. Donc on additionne un certain nombre de puissances qui s'harmonisent les unes les autres. Parce qu'en fin de compte, on voit la densité au fur et à mesure que l'énergie descend. Oui. On peut avoir, entre parenthèses, une idée de la densité au fur et à mesure de l'énergie. Oui. L'énergie se densifie du haut en bas. Oui. Et c'est la même. Malgré qu'ici, on ressent plus une chaleur éventuellement que là-haut. Oui, après chacun va ressentir un petit peu à sa manière, mais je dirais que toutes les interprétations sont justes dès l'instant où elles vont être personnelles et où elles vont être centrées autour de ça. Donc je dirais oui un petit peu à toutes les remarques que vous pouvez faire. Parce on est tous différents, on est des pyramides. Enfin, non, plus exactement, nous habitons tous l'un des triangles de cette pyramide. Alors, l'un d'entre nous sera bleu, l'autre vert, l'autre jaune, l'autre ce sera le triangle orange de la face nord-ouest, l'autre le triangle rouge de la face sud-est, mais on habite ça. On a en fait un mariage avec l'un des petits triangles, mieux qu'avec un autre. Alors moi, si je suis du jaune, j'aurais plus de mariage avec ce jaune, mettons, face nord-ouest, qu'avec le bleu de la face sud-est.
Donc je verrai, j'aurai des impressions, des sensations qui sont de ma nature. Donc chacun, on va l'interpréter différemment et chacun va le ressentir différemment. Mais ce qui convient, c'est de tous aller vers la pointe, c'est-à-dire de tous monter dans le même sens, converger vers un sommet unique. C'est pareil, si on considère que la pyramide, c'est l'égrégore chrétien. Pourquoi pas? Eh ben, le Christ, ce serait le centre de la pyramide. Et puis tout le reste, le haut, ce serait les pères de l'Église, les théologiens. Ensuite, on a les hiérarchies qui vont descendre jusqu'aux moines qui vont être plus dans le bleu de la question. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des moines qui sont des théologiens. Donc à ce moment-là, ils ne sont pas dans le bleu, ils sont dans le rouge, etc. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la position, sociale dans un égrégore. Ce qui compte, c'est la nature profonde de l'individu. Donc, on peut considérer que tout égrégore, que toute nature, que c'est un symbole, que c'est un système qui représente ce que nous vivons. Oui, autre... Je vais simplement vous demander une question. Comme il est dit que tout est déjà en nous. Oui. Ne croyez-vous pas que cette pyramide, il n'y a pas un endroit dans notre être où on sent le même champ de force? Oui, on peut considérer, dit d'une autre manière, il y a 36 nombres sur notre pyramide. On a un certain nombre d'organes, de systèmes sanguins, respiratoires, lymphatiques et autres en nous. Eh bien, chaque système, chaque organe va avoir un rapport très précis avec un nombre, donc avec une facette, une couleur. Tout à fait. Et à partir de là, il serait intéressant de voir comment soigner avec les couleurs, parce que la plupart des systèmes actuellement pour soigner avec les couleurs sont des systèmes qui ont été recherchés de manière sensitive. Il serait intéressant d'y mettre peut-être une métaphysique, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai un outil métaphysique, à partir de là, comment je vais entrer en résonance avec? Parce que ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que il y a certaines personnes qu'on arrive à soigner, puis d'autres moins bien. Donc on a tous aussi des états d'évolution qui sont différents. Et pour certains, on peut les aider avec le 36, et pour d'autres, je ne pense pas, parce qu'ils ne sont pas forcément encore ouverts à cette qualité vibratoire. Donc plus on va grimper dans les hiérarchies, et plus, hélas, on risque d'avoir des systèmes qui soient un peu sélectifs. Encore que, il faudrait confirmer ce que je viens de dire par une recherche sur un grand volume, parce que on peut considérer aussi que le miracle existant, pourquoi certains auraient droit à la guérison et pas d'autres, et c'est injuste, etc., etc. Bon, mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. Question, oui. C'est pas exactement une question, c'est que dans l'énergétique chinois, Oui. il y a les 4 orientations qui est les 4 saisons. Oui. Et ces saisons intermédiaires qui impliquent les terres. Oui. On peut retrouver les couleurs dans Oui. Oui. Il y a des ponts. Tout à fait, il y a des ponts entre la médecine chinoise et le 36. Entre les 64 hexagrammes et les 36 couleurs, je dirais, il existe des ponts qui sont un petit peu difficiles à trouver, mais il y a des corrélations. Parce que dès l'instant où un système est exact et fonctionne, il est juste. Donc il est relié à un autre système qui est lui aussi juste et qui lui aussi fonctionne. Donc, comme chacun d'entre nous a une couleur dominante, on a aussi les autres couleurs en nous, plus ou moins en secondaire, tout à fait. Oui, oui. Et puis on peut avoir... On a tout. Tout est dans tout. Donc on a toute la pyramide en nous, nonobstant le fait qu'on aura plus une dominante. C'est comme dans les chakras. Bon, on a tous tous les chakras, mais on en a peut-être un qui sera plus efficace que les autres. On a notre spécial. Alors chez certains, ça va être la musique, chakra musical. Chez d'autres, ça va être la thérapie. Puis il y a différentes sortes de thérapies. Chez d'autres, ça va être plus intellectuel. Chez d'autres, ça va être plus sensitif, etc. On a tous un spécial. Ce qui compte, c'est d'essayer de développer notre qualité et non pas d'essayer d'atteindre ou d'avoir la qualité de l'autre. C'est comme dans les systèmes de totémisme. On veut tous être un lion en tant qu'animal totem. Mais vaut mieux être une fourmi et savoir qu'on est une fourmi, parce qu'on va pouvoir magiquement agir avec la fourmi, que de se croire un lion
et d'être autre chose. On va voir sur la baguette magique. Et là, Est-ce qu'on peut considérer que c'est une condensation d'énergie portable, transportable, qu'on peut trouver à certains endroits du globe? ça c'est une concentration, ça c'est une machine à concentrer l'énergie, on va le voir, à concentrer de l'énergie. Oui, c'est ce que je dis, mais est-ce qu'on peut Mais- trouver ce genre d'énergie à certains endroits du globe? Par exemple, la construction des basiliques, des Bah, On va sur une basilique ou à un point d'énergie tellurique particulier et on va installer notre pyramide dessus. Et là, on va concentrer l'énergie naturelle. À la limite, une basilique, une cathédrale, une pyramide égyptienne, c'était là pour concentrer l'énergie. Et les énergies égyptiennes, enfin les pyramides égyptiennes, on les a un tout petit peu critiquées, mais surtout c'est parce que c'est actuellement, on a vu que cette construction égyptienne était plutôt une construction liée à une énergie plus matérielle, plus matérialiste. Bon, mais c'est parce que à l'époque égyptienne, c'était le passage alchimique de cette nature. Ils ont énormément travaillé sur la mort et sur la momification. Donc leurs pyramides sont justes pour leur époque et pour ce qu'ils avaient à en faire. Et aujourd'hui, on va avoir une pyramide qui sera Mais peut-être le différente. schéma, il n'est pas juste parce qu'il manque tout ce qu'il y a en dessous de la pyramide. Bien sûr, mais bon, on fait du rapide. Et ça, ce sera une pyramide qui sera différente, qui sera peut-être plus liée à notre époque. Donc, les Égyptiens, à leur époque, ont fait ce qu'il fallait faire et ce qu'ils devaient faire, mais nous, répéter le passé, c'est peut-être pas tout à fait ce qui nous est demandé. Donc, on se sert du passé en tant que nourriture, parce qu'on a tous des racines, on a tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, donc ça, c'est notre génétique, qu'elle soit physique ou occulte. On tire l'énergie de nos racines, mais c'est pour faire quelque chose de différent, c'est-à-dire quelque chose qui va correspondre à notre époque. Alors si à l'époque de l'Égypte, comme c'était quelque part plus écrasé, plus proche de la matière, il y avait peut-être plus de monde qui y participait, alors qu'aujourd'hui, on sera moins nombreux, automatiquement, puisqu'on est dans une époque plus scientifique, plus d'esprit. Et le problème, c'est que l'esprit va être plus sur le haut de la pyramide, alors que le bas, c'est la matière. Nonobstant que dans chaque triangle, il y a une pointe, etc., etc. Mais là, je passe rapidement parce que je veux arriver à la fin de cette révision.